Je pense sincèrement que ce film doit gagner tous les Oscars. De Brutalist. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. De Brutalist est l'histoire d'un architecte juif hongrois qui a décidé de partir pour l'Amérique après avoir survécu les camps d'extermination en Europe. C'est là qu'il va commencer une nouvelle vie qui va changer radicalement lorsqu'il va rencontrer un homme riche qui va lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai déjà dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse, peu importe, vous changez de pays pour souvent avoir la VSTFR et même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez, par exemple, mais aussi Here qui est sorti récemment. Sur Disney+, vous avez déjà Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2, Alien Romulus et même A Real Pain que je vous conseille quand même d'attendre en sortie salle en France. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous avez un abonnement Canal, vous vous connectez juste à votre compte Canal sur Paramount. Vous avez déjà Gladiator 2 par exemple. Et sur Max, même chose, il faut se connecter sur Max avec votre compte MyCanal. C'est la fête, vous avez Joker 2, vous avez Juré numéro 2, Beetlejuice 2, vous avez Trap, L'amour au présent ou même encore A Different Man qui n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie française. Mais vous le savez, pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, YouTube Premium c'est génial, ça vient avec énormément d'avantages qui sont trop bien que vous connaissez. Et bien avec un VPN, vous pouvez l'avoir pour moins cher. C'est plus simple dans l'Union Européenne, dans des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie où les abonnements sont moins chers. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous permettent de le faire assez aisément et ça marche sur plein d'autres abonnements comme par exemple Letterboxd, vous pouvez avoir Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit le Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. C'est disponible sur tous vos appareils préférés, vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait, vous remboursez sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. De Brutalist, considéré comme l'un des grands favoris des Oscars, et maintenant je comprends pourquoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur mes réseaux j'avais partagé un peu le fait que j'ai vu ce film il y a quelques semaines déjà en Italie. J'étais en week-end d'ailleurs en Italie, à Milan, et je voulais aller voir un film au cinéma. Et le week-end où j'y étais, il y avait des séances de Brutalist à Melzo, du coup à côté de Milan, dans un cinéma d'ailleurs Brutalist, qui diffusait de Brutalist en 70 mm. Ce qui est génial parce que de Brutalist est prévu à la base pour être regardé en 70 mm. Pour ceux qui ne savent pas, le 70 mm, c'est une projection, et je la fais très simple et très caricaturale, mais c'est une projection non pas numérique comme dans la très grande majorité des cinémas, mais une projection avec une bobine 70 mm, avec une taille précise de diffusion, avec une qualité précise qui est normalement plus élevée que celle du numérique. En général, on dit 3 fois plus élevée, mais ça veut rien dire parce qu'on passe de pixels à quelque chose de tangible et réel, mais vous comprenez l'idée. J'en ai parlé en détail pour ceux que ça intéresse dans ma vidéo concernant l'IMAX, mais là, c'était pas du IMAX, c'était juste 70 mm. D'ailleurs, beaucoup de personnes, je pense, ont découvert le 70 mm avec Oppenheimer l'année dernière. Mais oui, il y a une différence entre un visionnage numérique et un visionnage pellicule, comme le 70 mm, en termes de qualité, de grain d'image, de couleur. Et vu que le film est filmé en partie en VistaVision, qui en termes de couleur est complètement différent, et bref, le film c'est 6 pellicules et des choses comme ça, je l'ai vu de la manière dont le film est prévu pour être regardé. En plus, j'étais dans une salle incroyable en termes de son et tout. Si vous avez l'occasion de le voir en 70 mm, foncez, c'est incroyable, juste visuellement, techniquement, ça met une claque. Donc je l'ai vu là-bas. Et pour ceux qui se posent la question, c'était sous-titré en italien, mais aussi en anglais. Donc juste visuellement, c'était une expérience de dingue et en termes d'immersion aussi. C'est rare de voir des films en 70 mm et à chaque fois que j'en ai vu un, c'était une claque. Et là, ça a été aussi, juste encore une fois, pour les conditions techniques. Peut-être mon appréciation du film est un peu améliorée par le fait que je l'ai vu dans des conditions quasi parfaites. C'est le film qui a gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique. Adrien Brody a gagné aussi le Golden Globe pour meilleur acteur. Et c'est un peu une polémique qui a frappé ce film par rapport à l'IA, parce qu'apparemment de Brutalist utilisait l'IA, et j'en ai parlé dans mes vidéos actualité, afin d'améliorer l'accent de Adrien Brody, parce qu'Adrien Brody étant un immigré hongrois
hongrois parlent hongrois dans le film. Bon, ça a été entre guillemets vite débunké parce qu'apparemment ils ont juste utilisé des outils IA et non pas de l'IA générative afin d'améliorer l'accent d'Adrien Brody au lieu de le faire à la main en le faisant avec une machine. Et moi encore une fois, si c'est pas l'IA générative, si c'est un mec qui fait le montage son et qui se dit avec le linguiste, parce qu'il y a un linguiste et même plusieurs linguistes qui ont travaillé sur le rôle, qui ont essayé de faire le doublage eux-mêmes à la place d'Adrien Brody, et ils ont mélangé les voix d'Adrien Brody et du coup des doubleurs pour avoir les meilleurs accents hongrois possibles. Si c'est fait par des artistes avec des outils IA, ça ne me dérange pas. C'est ok, ça se fait depuis la nuit des temps, sauf qu'avant on le faisait à la main. Ça, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas du tout, par exemple, pris la voix d'Adrien Brody, pris la voix d'un doubleur, généré des voix additionnelles par rapport à du stock qu'ils avaient à l'époque. Non, ils n'ont pas fait ça visiblement. Donc moi, la polémique IA, je la trouve pas si grave que ça, parce que des gens voulaient retirer la nomination d'Adrien Brody à cause de ça, mais en réalité, les scènes où il est marquant, Adrien Brody, c'est les scènes en anglais. Donc oui, il y a un peu d'hongrois, je dirais que 20% du film est en hongrois, mais globalement, c'est de l'anglais, et les scènes où il est fort, c'est de l'anglais. Et c'est un film qui est assez impressionnant parce que c'est 3h30 de film, donc c'est un énorme film avec, il faut savoir, 15 minutes d'entracte. Et visiblement, l'entracte est préservé dans le montage du film, même en France. Pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de la France, il y a des entractes dans beaucoup de films. En Italie, il y a des entractes. En Belgique, il y a des entractes. En France, on n'a pas d'entracte, dans la très très grande majorité des cas. Sauf que là, l'entracte fait partie du film. Au milieu du film, il y a 15 minutes de pause obligatoire pour tout le monde. Ça fait partie du film, donc le film dure 3h15 entre guillemets, sans l'entracte, mais l'entracte est dans le film. Et c'est un film qui est un énorme succès aussi parce qu'il n'a coûté que 10 millions. Et vu la gueule du film, vu les 3h15 de film, 10 millions, c'est un exploit. Je sais pas comment c'est possible qu'ils aient réussi à faire ce film avec 10 millions. C'est hors du commun, c'est rare de voir quelque chose d'aussi gigantesque avec ce budget-là. Donc c'est vraiment impressionnant. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un biopic. En tout cas, c'est filmé comme un biopic, c'est narré comme un biopic, c'est écrit comme un biopic, mais le personnage n'a pas existé. L'histoire est de la pure fiction. Ça n'a jamais existé. Mais ça reste encore une fois l'histoire d'un architecte brutaliste. Et moi, ça me fascine. Le brutalisme, c'est un genre architectural que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon traumatisme roumain, je n'en sais rien, mais j'aime beaucoup le brutalisme. Grosso modo, en termes d'ambiance, on est vraiment sur un immigré juif hongrois traumatisé par les camps qui arrive aux États-Unis et qui découvre donc le nouveau monde. Après un énorme périple en bateau, il décide de rejoindre un membre de sa famille qui s'est déjà installé aux États-Unis et qui a complètement changé d'identité. Maintenant, il est plus considéré comme un juif et des choses comme ça. Il a changé pour s'intégrer. Il met sa religion de côté. Il a changé de nom et des choses comme ça pour devenir entre guillemets un Américain et ne pas se faire rejeter par la société. Et du coup, Lazlotov, interprété par Adrien Brody, va le rejoindre et va essayer de commencer une nouvelle vie là-bas. Et ça qui va être intéressant, c'est comment il commence cette nouvelle vie jusqu'à sa rencontre avec un homme qui va lui proposer un travail et ils vont donc travailler ensemble. Guy Pearce, son personnage, est un énorme riche qui a une énorme propriété et il veut que cet homme-là construise quelque chose pour lui. Du coup, il y a deux motivations du personnage principal, c'est construire cet énorme édifice pour son mécène et en même temps ramener sa femme d'Europe aux États-Unis parce que sa femme, en effet, a subi beaucoup plus que lui dans les camps et encore en Europe et souffre évidemment de tout ce qui se passe encore en Europe post-guerre. On est sur presque deux films complètement différents, j'ai envie de vous dire, dans ce grand film. On a 1h30 qui est absolument spectaculaire en termes de visuel, de découverte d'une nouvelle ambiance que cet homme ne connaît pas, le rise justement de cet architecte qui va monter presque les échelons sociaux de cette fameuse société américaine, tout ça grâce à son mécène, la découverte d'un personnage, l'ambiguïté de ces fameux personnages, de leurs émotions, de leurs désirs, et justement cette ambiguïté émotionnelle sera rattachée à des séquences dantesques, pour le coup, satisfaisantes et en plein dans le rêve américain. Donc je pense que tout le monde va adorer la première 1h45 de film, tout le monde va être complètement accroché, ça va être assez génial. C'est une vraie montée en puissance, et ensuite, sans vous spoiler évidemment, la deuxième partie du film, je pense, va beaucoup diviser. Je pense que ou vous allez aimer, ou vous allez être complètement mis sur le carreau, parce que c'est un peu l'inverse de la première partie, de plein d'éléments différents. Moi, personnellement, j'ai adoré, j'en parlerai surtout en spoiler, mais ça va beaucoup décevoir, je pense, et beaucoup de gens vont dire que la première partie est largement meilleure que la seconde. Moi, je suis pas spécialement d'accord, mais j'en parlerai après. D'ailleurs, je trouve que l'entracte est super utile, mais une ambiance de fou et la coupure est parfaite. On voit vraiment que c'était prévu au montage plus qu'autre chose. Et en termes de film, même si ça dure 3h15, je vous jure, le ressenti, on est sur 2 heures maximum. Moi, j'ai pas vu le temps passer, quoi. J'étais immergé à fond. Après, encore une fois, j'étais dans des conditions extrêmes, je dirais, les meilleures possibles, mais j'étais à fond dedans, quoi. C'était une claque. En termes de rythme, c'était parfait. J'étais submergé par le film, l'ambiance, les personnages. Et on va parler de ça. Moi, je dirais honnêtement que dans ces catégories aux Oscars, Adrien Brody devrait gagner. Je veux dire, il est absolument grandiose. C'est son meilleur rôle, d'après moi, depuis Le Pianiste, évidemment. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsqu'un film d'Adrien Brody commence avec The et finit avec East, c'est une performance incroyable. Et ils ont un petit peu raison parce que c'est une performance de dingue dans ce film. C'est marrant parce qu'il a à la fois un regard de tristesse, de traumatisme, mais aussi d'admiration, d'amour, de colère, de désespoir. Il joue tout.
Il est incroyable, il a une portée de fou dans ce film, il est grandiose, spectaculaire. Et ce qui est fort avec les personnages, c'est qu'ils sont tellement peu manichéens, ils sont tous à la fois détestables, attachants, tu les comprends, t'aimes les découvrir, en même temps t'aimes les détester pour certains. Je trouve que c'est vraiment bien géré et leurs interactions, leur alchimie à chaque fois est top, que ce soit entre les dialogues qu'ils ont, les menaces, les moments de douceur, de poésie, et en même temps ces moments à la fois xénophobes, racistes, antisémites qui sont durs à certains moments. C'est vraiment le cœur de ce film, hein. C'est ces fameuses relations, c'est leur évolution et tout le monde est génial. Je veux dire, pour moi, Dan Brody, c'est l'Oscar, obligé. Guy Pearce, pour moi aussi, devrait gagner l'Oscar. Franchement, il est exceptionnel, peut-être son meilleur rôle, hein. J'adore Guy Pearce, mais alors là, vraie claque. Felicity Jones, elle est grandiose aussi, peut-être un peu trop en retrait. Je l'ai trouvé incroyable, mais je pense que la compétition aux Oscars peut l'emporter sur elle, mais si elle gagne, c'est pas du vol. J'ai adoré ces personnages, j'ai adoré cette ambiance et la réalisation aide énormément. C'est un grand film d'un réalisateur qui arrive à faire quelque chose d'incroyable. Le film commence avec ce fameux plan sur la Statue de la Liberté que vous voyez dans les affiches. Quand vous voyez dans le film, croyez-moi que tout prend son sens et c'est grandiose. J'en parlerai aussi en spoiler, mais il y a une force esthétique du gigantesque qui est géniale, surtout quand tu sais que le film a un petit budget. Mais à la fois, il y a une vraie intimité. Et c'est vrai que le VistaVision, la manière dont ça a été filmé, aide beaucoup en termes de couleur, de grain l'image, de profondeur, de ces lueurs de lumière. La photo est sublime, hein. C'est peut-être le plus beau film de l'année pour le coup. En tout cas de l'année dernière, si on considère encore les Oscars 2024. Il y a un truc un peu vif, des couleurs à l'ancienne qui est génial. En même temps, c'est l'équipement entre guillemets de l'époque. Ça qui est beau, c'est la composition des cadres qui fait très architectural pour le coup, ce qui est logique pour ce genre de film, mais l'emplacement des personnages, le flou qui va beaucoup jouer sur leur importance dans le cadre, et en même temps la dynamique de pouvoir juste par les positions dans le cadre. La manière dont les émotions des personnages vont être reflétées par le cadre, par les vis-à-vis, par les regards qui sont envoyés. Il y a une vraie force par rapport à ça que j'aime beaucoup. Et honnêtement, t'aurais enlevé les dialogues du film, t'aurais compris exactement tout ce qui se passe. C'est un film qui a une vraie narration visuelle. L'importance dans le champ des personnages est cruciale, comme les objets. On va filmer surtout la richesse, mais pas que. On va opposer justement le désir de la richesse, le désir du rêve américain, le désir sexuel, émotionnel même, de certains objets, de certaines personnes, qui va justement beaucoup développer les personnages. Et c'est fort aussi par rapport au montage, parce que si on parle de désir, il y a pas mal de passages au montage, vous allez voir quand vous verrez le film, qui montrent ce désir, qu'il soit charnel, qu'il soit de luxe, par exemple. C'est assez fort comment il joue sur ça, tout en mélangeant un peu avec du flou. Et en plus de ça, vu que c'est un film qui se passe sur plusieurs décennies, le montage va d'ailleurs évoluer en même temps que les décennies. Et ça, c'est vraiment fort aussi, je trouve, surtout vers les dernières décennies. T'as l'impression à certains moments de voir des films complètement différents. De même pour la photo qui évolue, qui devient de plus en plus sombre dans le film. C'est pas pour rien. Et puis, je considère que c'est la meilleure musique de l'année. C'est une musique à la fois tragique, douce, grandiose, presque malade, t'as l'impression, et c'est parfait en termes de thématique par rapport au film. Parce qu'il y a un vrai désir de poésie et aussi d'être intellectuel par rapport à certains dialogues, par rapport à certaines interactions, mais une fausse intellectualité. C'est un film aussi qui parle beaucoup de classe sociale, mais ça a plein de thématiques hyper intéressantes. Évidemment, ça va parler de l'héritage juif et européen de la guerre, c'est une évidence, c'est le traumatisme qui a porté génération après génération. Ça parle de la nouvelle terre, hein, les États-Unis, cette terre d'accueil, de rêve américain, mais aussi Israël, ce qui est vraiment intéressant, j'en parlerai aussi en spoiler. Et il y a un truc aussi par rapport au cinéma de manière générale et aux artistes et à l'art, parce que cet homme-là, cet artiste, va faire face à plein d'exécutifs, plein de producteurs afin de créer ce fameux édifice et on va lui mettre des bâtons dans les roues constamment et tout se passe plus ou moins mal et il doit surpasser tous ces défis. Donc c'est vraiment une métaphore sur les réalisateurs, les créatifs qui ont du mal à faire leurs films, leurs œuvres de manière générale parce qu'il y a toujours des gens qui ont de l'argent qui font chier quoi. C'est la question du mécénat. À quel point le mécénat est-il perfide ou honnête et qui a pour but de créer de l'art avant tout. Est-ce que c'est généreux ou pas? C'est ça la question que pose le film. Il y a une vraie question sur est-ce que la destination compte plus que le voyage? On en parlera encore une fois en spoiler. Sur l'addiction, sur l'immigration, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie de manière générale, sur MeToo et globalement c'est un film sur l'Amérique. Et on pourrait dire que ça tacle beaucoup de choses, mais je trouve que c'est tellement bien imbriqué, on est tellement à fond dedans et ça dure 3h15, hein, donc fatalement il y a le temps de parler beaucoup de choses, qu'on se retrouve avec un film d'après moi qui est un grand film sur l'Amérique. C'est ce genre de film épique sur des décennies où chaque séquence est émouvante, sublime, douce, mais à la fois tragique, pleine de conflits, mais en même temps apaisante. Donc il y a une vraie émotion qui se dégage de l'œuvre, du symbolisme que représente ce film sur ce pays, mais sur ces gens avant tout. Et c'est à la fois une sorte de bel hommage à un homme qui n'a jamais existé. C'est ça qui est aussi très intéressant. Donc je trouve que c'était une sacrée expérience, que vous allez clairement vous en rappeler. En tout cas, moi je m'en rappellerai. C'est l'un des meilleurs films, en tout cas l'année dernière et de ce début d'année. Une véritable claque. Donc honnêtement, je ne peux que vous conseiller d'aller voir The Brutalist. Vous allez entendre parler de ce film, croyez-moi, et je pense qu'il devrait, et j'espère qu'il va rafler tous les Oscars cette année. Maintenant, je vais passer en spoiler.
Le film commence évidemment avec des extraits des camps. On les voit pas vraiment techniquement, mais on voit justement cette relation épistolaire entre la famille des deux côtés de l'Atlantique. Et justement, le choc arrive, non pas lorsqu'on quitte ces camps, mais lorsqu'on voit la statue de la liberté inversée. On la voit la tête vers le bas, et c'est le symbole. C'est qu'en fait, l'Amérique n'est pas ce rêve américain. L'Amérique est malade, elle est corrompue, elle est à l'envers. Le rêve qu'on t'a vendu, dès que tu arrives dans le pays, il est faux. Il est littéralement à l'envers. Normalement, quand tu arrives d'un bateau, tu vois la statue de la liberté fièrement posée ici. Mais ce qui se passe est l'inverse. Il la voit à l'envers, comme si c'était déjà terminé. Le rêve est déjà fini. Où est-ce qu'il a réellement existé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, c'est une forte introduction à ce monde, avec une réunion touchante entre deux membres d'une famille. Une belle réunion. Ils n'arrivent même plus à parler anglais parce que le hongrois prend le dessus, la langue maternelle prend le dessus. Et ça aide, je pense qu'Adrien Brody soit d'origine hongroise. D'ailleurs, il a pu peut-être s'identifier un peu plus au rôle. Et c'est une rencontre un peu réconfortante. Tu dis, ok, le mec sera logé, ça va bien se passer. Mais évidemment, ça ne pouvait pas durer. Parce que même s'il est traumatisé par ce qui s'est passé en Europe, il accepte tout aux USA. Et il cherche une famille, que ce soit avec justement la famille qui l'héberge, que ce soit avec sa religion. Il est quand même entouré de beaucoup de personnes, mais qui malheureusement ne l'aident pas. Du coup, il y a un côté presque hypocrite par rapport à la religion ici, je trouve, que ce soit juif ou n'importe lesquels, c'est qu'il est le bienvenu pour prier, mais il est moins le bienvenu quand il demande de l'aide. C'est le symbole pour toutes les religions. Là, c'est juste parce que lui est juif, mais ça aurait pu être n'importe laquelle. Et ça qui est intéressant, c'est qu'il a une bonne relation avec justement cet homme qui est de sa famille, et en même temps, c'est ça qui est dur, c'est lorsqu'elle se brise suite à un mensonge. Mais en fait, c'est dur d'estimer si c'est un mensonge ou pas, parce que le mec était bourré. On nous montre pas toujours d'un point de vue cinématographique ce qui se passe réellement, donc il aurait pu tenter une passe sur cette femme. Mais la réalité entre guillemets, qui est sous-entendue, c'est que cette femme-là est xénophobe. Elle est peut-être même antisémite, et c'est pour ça qu'elle a menti sur la relation avec cet homme-là afin de le faire partir, parce qu'elle aime pas ces gens-là. On parle de sa religion, on parle du fait qu'elle aime pas les étrangers, et elle a voulu le faire partir. Et forcément, l'homme est obligé. Donc il y a une vraie injustice, t'as l'impression qui est là, mais en même temps, t'as aussi l'impression que le mec, s'il avait l'opportunité, il aurait couché avec cette femme. En tout cas, c'est un peu sous-entendu. Tu sais pas s'il l'aurait fait, parce qu'à chaque fois dans le film, il couche souvent presque avec des femmes, mais au dernier moment, à chaque fois, il se retire, ce qui est intéressant. Mais tu vois que la tentation était là tout de même. C'est pour ça qu'il va aux prostituées au début et il n'y arrive pas. Il veut coucher avec quelqu'un, mais ça bloque. Donc est-ce qu'on peut critiquer l'intention de cet homme qui veut le faire et le fait qu'il ne soit pas capable physiquement? Ça montre encore une fois que cette séparation difficile est le symbole d'une Amérique qui rejette les gens. La xénophobie, l'immigration, ces gens sont régulièrement rejetés. D'où le fait qu'il trouve refuge dans un refuge d'SDF, dans l'addiction, l'opium, qui va beaucoup l'accompagner dans sa vie d'ailleurs, ses nombreuses tentatives d'avoir des relations intimes. Et c'est intéressant comment la drogue est montrée comme un truc de pauvre dans l'œuvre. C'est-à-dire que les riches, ils touchent pas à ça. Les riches, ils ont d'autres obsessions, d'autres lubies, mais pour les pauvres, l'opium, c'est réconfortant. Et c'est symbolisé aussi par les jobs qu'ils enchaînent de merde dans un foyer d'SDF. Ils ont une vie difficile, physique, et c'est aussi symbolisé par son nez qui est cassé, qu'il répare jamais, entre guillemets, pour plusieurs raisons, parce que c'est le symbole d'un homme qui est cassé aussi de l'intérieur, mais c'est aussi une excuse pour continuer à prendre de l'opium. Ah, faut que je me drogue parce qu'en fait j'ai le nez cassé, j'ai mal. Et justement, lorsqu'il crée enfin cette bibliothèque, il y a une sorte de beauté qui s'échappe de lui, parce qu'on voit enfin l'artiste libre, accompli, heureux. Et j'aime d'ailleurs tous ces moments-là où il parle de son art, du fait qu'il est architecte parce qu'il essaie de convaincre la ville. D'ailleurs, le moment où la croix touche la maquette, transition parfaite pour passer à l'entracte, en même temps un moment tellement satisfaisant, croix qu'on voit quasiment jamais dans le film. C'est censé être le truc ultime qui va résonner pour l'éternité dans ce bâtiment, qu'on nous montre quasiment jamais. C'est censé être un peu le climax de l'œuvre et l'apogée de l'artiste. C'est lorsque la croix du soleil va toucher le marbre. J'aime beaucoup parce que même s'il a des difficultés, reconnecter avec son art, jouer un peu à la politique, convaincre la ville et des gens comme ça, c'est là qu'il est confiant, il est bon, il est talentueux. Il a plus besoin de drogue, il est vraiment au sommet de son art, littéralement. C'est là que l'œuvre va poser plein de questions sur est-ce que l'artiste est prêt à tout pour sa création. Et on pourrait penser qu'il est de plus en plus méchant dans l'œuvre à cause du fait qu'il veuille, quoi qu'il arrive, finir cette œuvre. Mais en réalité, il change vraiment de personnalité après son viol. Après son viol, il n'est plus le même, il gueule sur sa famille, sa femme, son ami qu'il a là depuis le début, qu'on va jamais revoir par la suite, donc c'est une séparation presque d'amitié. D'ailleurs, il y a beaucoup d'intrigues, quasiment toutes qui ont aucune fin satisfaisante, et c'est complètement voulu. Il va tout gâcher à cause de ce viol qui symbolise la domination et l'oppression d'un homme sur lui, mais surtout d'un pays qui lui donne de l'argent uniquement en étant complètement détruit et oppressé. On en parle dans quelques secondes. Et son addiction à l'opium s'empire d'ailleurs après son viol, et tu te demandes vraiment s'il allait continuer après qu'il ait fini son œuvre. Parce que l'œuvre le connectait un peu à lui-même, son art le connectait à lui-même. Et justement, lorsqu'il prend de l'opium à la fin et qu'il partage cet opium avec sa femme, ce qui est dur, c'est que c'est le premier moment dans leur couple où ils s'aiment, t'as l'impression, où ils sont amoureux, où ils ont des relations sexuelles. Du coup, il y a une première connexion qui est faite sous l'impulsion de la douleur du passé, parce qu'elle est malade, elle a mal, la drogue qu'il a, une vraie connexion qui se fait entre les deux, ce qui est à la fois assez
horrible parce qu'il se connecte enfin sous l'influence de la drogue, mais en même temps, fatalement assez beau. C'est tragique parce que lorsqu'ils se rencontrent, tu vois qu'il y a une déception par rapport au fait qu'elle est handicapée. Ils n'arrivent pas à être positivement en couple. Elle a envie de lui, mais lui n'a pas envie. Pour lui, les retrouvailles sont dures. Ils se retrouvent pas, sauf quand il est avec elle, drogué à la fin. Et justement, sa femme prend de plus en plus de place dans l'œuvre. Elle a un vrai travail, elle parle anglais, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour le couple, jusqu'à la fin d'accuser l'homme qui a violé son mari dans une scène cathartique qu'on sait est inutile. On sait qu'elle peut rien faire contre ce fameux patriarcat qui est symbolisé à table par que des hommes et une femme. D'ailleurs, il y a cette phrase qui est belle, c'est qu'elle dit « Ce qui t'a fait là ne t'atteint que ton corps, pas ta personne ». Alors que c'est faux, le mec est clairement atteint par sa personne, mais elle a toujours une sorte de vision très ouverte d'esprit comme sa femme. Elle a compris que son mec la trompait ou qu'il a essayé de la tromper et elle a accepté. Elle s'est toujours abaissée par rapport à lui, mais enfin, elle a son moment cathartique pour elle et elle accuse cet homme en sachant que ça va servir à rien. Et en fait, elle comprend pas vraiment son mari. C'est ça qui est dur. Cet homme-là est incompris par sa femme et par tout le monde. J'en parle après. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est la relation entre elle et Guy Pearce. Tu sens qu'il y a un petit truc. Tu sens que Guy Pearce allait tenter un truc avec elle et il y a une sorte de tension qui est intéressante entre les deux. Et c'est fort justement que elle accuse et prenne les responsabilités en main, chose que son mari ne pouvait jamais faire. C'est un beau couple dans le sens où elle aide vraiment son mari. Lui essaie de faire tout pour elle aussi, même si tu vois qu'il fait aussi beaucoup de choses pour lui-même. Et du coup, je trouve qu'il marche bien entre eux. Ils ont une bonne alchimie et justement le fait qu'ils partent à la fin est quelque chose d'assez touchant parce que le mec après son viol n'est plus le même. C'est presque une coquille lui-même. Et c'est pour ça que Guy Pearce est intéressant parce que c'est un homme riche, sûrement héritier ou en tout cas il va donner un gros héritage, problématique, colérique, raciste, xénophobe aussi, dominant, oppresseur, violeur comme on l'a dit. Et il y a plein de moments où on voit vraiment son personnage. Il y a une discussion sur l'argent. Il va dire à un moment qu'il allait donner beaucoup d'argent à un couple, mais lorsqu'il lui demande comment cet argent sera utilisé, il leur donne pas vraiment l'argent, il refuse et leur donne beaucoup moins. Il y a un côté où il veut donner de l'argent uniquement lorsque lui considère juste l'utilisation de l'argent. Et ça qui est intéressant. C'est pour ça que même pour le fameux bâtiment, au début il dit ok, argent illimité, on parle même pas de ça, alors que c'est faux. Au fur et à mesure, il commence à parler argent. Au fur et à mesure, on met des bâtons dans les roues. Au fur et à mesure, lorsqu'il y a un accident et il fait perdre plein d'argent et probablement même un procès au cul, tant qu'il n'y a pas l'argent de l'assurance, ils annulent l'édifice. Donc l'argent est important, c'est juste un menteur. Il dit juste ça pour motiver les gens, l'argent t'inquiète, alors qu'en réalité, c'est lui qui décide de ce qui est juste avec l'argent, moralement. Pas juste financièrement, mais moralement. Il attend de la discipline et de l'intégrité des gens, alors que le mec est un violeur. Il y a plein de moments difficiles comme ça. Lui qui jette une pièce à son ami, Lazotov, en lui disant que son accent est mauvais, et lui demande ensuite de lui redonner la pièce. C'est un moment d'une violence sociale énorme. Parce qu'il pensait réellement qu'il y avait une amitié entre les deux, mais en fait non, c'est juste son employé. Et ça montre encore une fois ces fameux mécènes qui sont prêts à tout, alors qu'en réalité, ils cherchent juste la domination et la gloire avec un édifice comme ça. Eux, tout ce qu'ils font, c'est acheter des choses. Ils n'ont pas de connexion. Il a aucune connexion avec ses invités, avec son avocat, avec sa famille. Il a une connexion avec personne. Toutes ses connexions sont financières. Et du coup, ça en fait aussi un personnage qui est clairement antagonisant, mais en même temps assez tragique aussi. Tout ce qui compte pour lui, en réalité, c'est l'argent, la gloire, l'image. Même au début, la bibliothèque, il s'en foutait. Il trouvait ça moche. Mais dès qu'on a commencé à lui donner un peu d'estime par rapport à sa bibliothèque, il a commencé à aimer ça. Il fait tout pour lui. Et justement, lorsqu'ils arrêtent la construction au milieu du film, c'est une scène tragique et violente aussi, où tu as l'impression que c'est le rêve américain qui s'écroule. Parce que le rêve américain était bien parti. Tu commences d'SDF à architecte pour un riche, et tout s'écroule d'un coup, comme ça, sans raison presque. Alors qu'on t'a fait des promesses. Et la scène du viol est magnifique. Je trouve que déjà, ils ont filmé dans un endroit qui sont les vraies carrières, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ces vraies carrières-là, vous pouvez les visiter. D'ailleurs, anecdote assez intéressante, vu que j'étais en Italie et on m'a parlé un peu de ça, Lazotov, c'est l'histoire du mec qui a volé une peinture de Michel-Ange. Et justement, la fameuse carrière dans le film, c'est de là que Michel-Ange prenait son marbre. J'ai pas vérifié cette chose-là, c'est des gens italiens qui m'ont raconté ça, peut-être c'est faux, mais en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Du coup la carrière que vous pouvez visiter dans la vraie vie aussi est magnifique et il y a un truc mystique par rapport à elle. Il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup d'obscurité et en même temps même le marbre réfléchit presque la lumière et l'humidité, la pluie. Et c'est intéressant parce qu'il célèbre dans ses fameuses carrières, encore une fois il refuse de tromper sa femme même si tu vois qu'il a envie. Et la scène du viol, c'est pas qu'il arrive de nulle part, mais en fait c'est la conclusion logique d'un arc de personnage, le personnage de Guy Pearce. Parce que tu vois qu'il parle jamais de sa femme, c'est même pas s'il y a une femme au final, et tu vois qu'en fait lui tout ce qui compte c'est la supériorité morale et financière. Lui, il viole cet homme-là car c'est un junkie. Il viole cet homme-là car il le déteste. Et pour lui, c'est comme ça qu'on fait obéir aux gens. C'est comme ça que tu deviens le larbin de quelqu'un, en te faisant violer. Là, c'est plus métaphorique, c'est physique, c'est vrai, mais pour lui, c'est comme ça. Et on se demande vraiment s'il a violé son fils, parce que son fils a violé la fille. On la voit, elle a été violée. C'est fortement sous-entendu. Et peut-être c'est la méthode que cet homme-là a utilisée sur plein de gens avant. Donc c'est à la fois un violeur physique, et en même temps un violeur dans le contrat social qu'il a construit par rapport aux employés qui l'entourent. Et c'est comme ça qu'il domine les gens. Et justement, cette scène où il n'y a que des hommes, c'est un peu le patriarcat qui défend les violeurs, surtout son fils, qui est lui aussi un violeur, qui va chercher son père dans le manoir. Et justement, ce plan séquence dans le manoir est incroyable parce qu'on suit presque l'exploration psychique de cet homme-là qui est parti se cacher, Guy Pearce, en même temps son fils qui est en train d'explorer les restes de son père. Ce qui reste de son père, après qu'il soit parti, c'est juste le manoir. Il n'y a rien de moral, il n'y a rien de beau qui soit resté, c'est juste le matériel. Et je trouve ça intéressant parce que
cette exploration-là mène sûrement au suicide du père, ou à la disparition du père, mais on imagine que c'est un suicide, parce que peut-être pour la première fois, il est face à quelqu'un qui a su s'opposer à lui. C'est une théorie, je n'en sais rien. Ou peut-être il a vu le regard de sa fille qu'il aime dans le film, qu'il voit enfin déçu, parce que c'est la seule qui protège Felicity Jones dans la scène. Et pour ceux qui se posent la question, la fille qui a été violée n'a rien dit, parce que sinon son père aurait été viré et tout aurait mal fini. Il a rien dit pour préserver le travail de sa famille. Cet homme-là a donné un travail à Felicity Jones, a donné un travail à Adrien Brody. Ils sont tous sous l'influence de cet homme. Du coup, si lui, il a plus envie de les voir travailler, coup de fil et c'est fini. Et je trouve justement que les plans dans le bâtiment sont magnifiques. Il y a un côté évidemment hostile à la chose, mais juste globalement dans l'esthétique, je trouvais ça sublime. Très sombre, ces grandes colonnes, l'humidité dans les bas-fonds. Il y a un côté froid et oui, en effet, un petit peu camp dans l'œuvre. Mais c'est la première fois qu'on voit vraiment le bâtiment. C'est lorsqu'ils explorent pour chercher un homme qui s'est potentiellement suicidé. Et du coup, le symbolisme est encore plus fort. Et c'est la poésie par rapport à l'Amérique. Ils cherchent un homme riche, perdu, moralement corrompu, dans des édifices vides, sombres. Et c'est pour ça que c'est un grand film sur l'Amérique, c'est qu'il critique cette Amérique qui est malade, qui est pourrie, qui est xénophobe, qui utilise les immigrés pour ses avantages, mais les déteste, les méprise. Personne n'a une chance dans ce pays-là, sauf si t'es héritier ou des choses comme ça. C'est la richesse décadente et la moralité inexistante. C'est ça qui est fort. Et c'est pour ça que moi je trouve la fin encore plus tragique en réalité, c'est que Lazlotov à la fin ne peut plus s'exprimer. Son œuvre n'a jamais réellement été terminée. Et sa petite nièce, après qu'ils aient vécu donc en Israël, elle raconte son œuvre. Elle raconte l'influence qu'a eu Lazlotov sur le monde contemporain. Elle raconte ce qui s'est passé après la fin de son édifice, ce qu'il a construit à l'époque en Europe. Et en fait, elle fait des parallèles qui sont faux. Elle utilise l'image de Lazlotov pour son idéologie. En fait, Lazlotov n'a jamais vu son édifice comme une image des camps. N'a jamais vu ça comme une sorte de métaphore. Lui, il était passionné par l'art. Il voulait juste que des édifices durent éternellement. C'est ça sa motivation d'artiste. Il veut que l'art et que lui soit dans l'histoire éternellement. C'est pour ça qu'il est un architecte. Quand il a vu la destruction européenne, il a décidé de construire des bâtiments qui ne seront pas détruits. Et elle utilise justement son édifice pour son idéologie, pour parler des camps, pour parler de l'importance de cet homme-là. Donc oui, d'un côté, il a réussi. Il sera à tout jamais dans l'histoire, mais pas pour les raisons qu'il voulait. Il est instrumentalisé à la fin. Sa petite nièce ne le comprend pas. Elle est clairement anti-art parce qu'en fait, ce qu'elle dit aussi, ce qui est par rapport au film assez vrai, c'est qu'elle dit que la destination est plus importante que le voyage. Mais c'est pas ce que lui pensait. Le but de la création, c'est pas la finalité. Et c'est un peu comme ça que se finit le film. Parce que le film va complètement omettre la fin de toutes les intrigues. Et on comprend aussi que la vie en Israël n'était pas bonne, était tout aussi corrompue que l'Amérique. Elle n'était pas la terre voulue. Au fait, il est passé d'une terre voulue d'espoir comme l'Amérique à Israël. Mais tu vois que pour lui, ça n'a rien changé. À la fin, on dirait un homme pathétique, vieux, qui ne peut plus s'exprimer. Et du coup, la destination, pour lui, c'est ça. Mais d'un point de vue filmique, vu qu'aucune intrigue n'a une vraie conclusion satisfaisante, le film nous dit « concentre-toi sur le voyage, concentre-toi sur ce que tu viens de voir avant tout, pas sur comment ça s'est fini. » Parce que les fins sont pas bien. Il n'y a aucune fin satisfaisante. Et justement, la manière dont sa petite nièce l'instrumentalise, elle est juste passée à côté de cet homme-là. Et nous, on connaît cet homme-là. On l'a vu vivre. On a vu cet hommage. On a vu sa tragédie. Il n'a pas été plus heureux aux États-Unis, en Israël, en Europe. Il a passé une vie difficile après. T'as l'impression que le monde n'était pas fait pour lui à cause de ce traumatisme, à cause de ce qu'il a vécu. Clairement, la fin n'est pas satisfaisante, mais c'est le but. Ce qui est triste, c'est qu'au fait, il va être dans l'histoire à tout jamais, mais il sera incompris à tout jamais. C'était pas ses idées, c'était pas sa morale, c'était un artiste avant tout. Et la manière dont on le décrit à la fin, ce n'était pas lui. Et c'est ça qui est fort, c'est que si tu te concentres sur la destination uniquement, sur la fin, t'as pas le bon message. Mais si tu te concentres sur le voyage, là t'as le message, là t'as l'art en soi. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, et c'est ça la morale que j'ai beaucoup appréciée. Donc ouais, j'ai adoré The Brutalist, grand film d'après moi. On pourra tous débattre sur la fin, voilà, c'était mon avis, et je pense que c'est ouvert à plein d'interprétations différentes, mais j'ai personnellement adoré, et j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Décryptons tout ça ensemble, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand épinglé, afin de bénéficier de bien plus d'œuvres, celles que vous voulez, en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, comme des formats courts ou même des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.